vous faites des films avec l'argent dont vous disposez, pas Ouais. plus, pas moins. Non, oui, non, même tout l'argent est à l'écran. D'ailleurs, je trouve que Bernie, par exemple, a été fait avec 1,5 million d'euros. Alors c'est très trivial de dire ça, mais j'en suis très fier parce que je trouve pas que ça fasse un film pauvre. C'est un film sur les gens pauvres, mais c'est pas un film pauvre. Voilà. Vous aimez bien aussi l'idée de, quand les gens vont au cinéma payer 9 euros, il faut qu'ils en aient pour leur argent. Ben ouais, moi je trouve des fois il y a certains films quand on connaît les budgets, on se demande où est-ce qu'ils ont mis les sous parce qu'il y a vraiment quasiment rien. Et encore une fois, moi, Enfermé dehors, je l'ai fait avec 3,5 millions d'euros. Bon, ça paraît beaucoup d'argent, hein, certainement pour vous, mais je vous assure, dans l'économie d'un film, c'est pas énorme. Et le film, il est spectaculaire quand même. Ça crie, ça hurle, ça gesticule, ça tombe. Il y a de l'énergie, il y a de la vie, il y a du mouvement, il y a de la caméra qui bouge. Vous voyez, et je trouve ça bien. Je trouve qu'on devrait d'ailleurs plus juger la qualité d'un metteur en scène en fonction du budget. C'est con ce que je dis, mais c'est vrai. Prenez par exemple les Wachowski Brothers. Ils ont fait un premier film qui s'appelle Bound, qui est un petit polar. Franchement, il est formidable ce film. C'est d'une virtuosité, c'est d'une élégance, c'est narrativement inventif. Les acteurs sont formidables. Quand ils font un Matrix 2 ou 3 avec des centaines de millions de dollars, beaucoup de gens peuvent faire la poursuite de voitures en 3D. Je ne sais même pas s'ils sont là quand vous voyez. Donc, je trouve dommage des fois de récompenser. Je trouve ça bien d'ailleurs cette année aux Oscars. Je crois que c'est Des Mineurs qui l'a eu. Ben, je trouve ça très bien parce qu'avec pas beaucoup de sous, elle a fait un film de guerre spectaculaire, bien fait, et qui raconte plein de choses. Et donc, on devrait quand même, ça devrait rentrer en ligne de compte. De là à dire que l'argent tue la créativité, non. Presque. Presque. Quand il y en a trop, et en plus c'est une forme de triche parce que le consommateur que vous êtes, et je dis ça sans vous insulter, il arrive, surtout le gamin qui a 9 euros, on lui dit en gros, tu as un film qui a été fait avec 500 millions de dollars, je prends Avatar, et puis un autre qui a été fait avec 5 millions d'euros. Bah, pour le même prix, je vais quand même aller faire un tour, celui de 500 millions de dollars, quitte en sortant en disant c'est d'une daube, mais c'est plus fort que lui. Tu fais un tour en Ferrari sur le parking ou tu fais un tour en 2 chevaux qui est super chouette, je vais faire un tour en Ferrari sur le parking. Voilà. Et donc c'est quelque part une forme de concurrence déloyale. Voilà. Vous avez dit consommateur, spectateur quand même. Non mais consommateur, c'est de l'argent. C'est pas pareil. C'est de l'argent le cinéma. Moi, quand à une époque, j'avais pas de sous, je rentrais par comment dire, à la sortie d'une salle, vous rentrez par la sortie de secours. C'était il y a longtemps, tout ça, il y a prescription. Mais c'est vrai que c'était un problème parce que j'avais de l'argent pour une place, mais pas pour voir tous les films que je voulais voir. Et ce qui est bien quand même quand on a du temps, ce qui était mon cas à l'époque, c'était de rentrer à 10h et de ressortir à 22h ou à minuit. Quoi. Pourquoi vous avez du temps? Je séchais un peu mes études, donc ils m'intéressaient moyennement. Donc j'allais voir beaucoup de films, mais c'était surtout une fuite de la réalité énorme. Mais je me rappelle d'une journée, j'avais fait Le Rayon Vert de Romer, j'avais fait Rambo, j'avais fait un Schwarzenegger, j'avais fait un documentaire. Enfin, tu vois, c'était de la cinéphagie beaucoup plus que de la cinéphilie. Alors après, qu'est-ce qui reste de tout ça? Une sorte de gros couscous dont sortent mes films. Mais c'était un besoin que j'avais à la fois de me nourrir des images et puis surtout, je pense, de fuir la réalité. Ce côté, alors que la vie vous accable, de rentrer à 10h du matin dans une salle noire et de pur sortir de la journée, c'était ça ou la drogue. Donc le cinéma est une bonne drogue. Voilà. Et la cinéphagie s'est transformée, après il y a eu quelques tris. Heureusement, j'ai pas perdu le goût. C'est comme de trop bouffer chez McDo. Au bout d'un moment, on finit par plus distinguer le goût de quoi que ce soit. Donc, heureusement, il y avait quand même. Je vous dis, moi, il y a des films dont je me rappelle vraiment, mais je me rappelle même quand je les ai vus, l'endroit. Brésil, par exemple, je l'ai vu 3 fois dans la semaine. Quand j'ai vu ce film, j'étais en état de choc. 100% des frères Cohen et Arizona Junior. Requiem pour un massacre. Je sais pas si certains l'ont vu. Ce film, c'est Comme NC, un film de Klimov sur la Seconde Guerre mondiale, un film russe extraordinaire. Vivre et mourir à Los Angeles de William Friedkin, c'est son dernier grand film. Il y a des films comme ça qui sont fondateurs. Fondateurs, ça veut dire que vous voulez les revoir, vous voulez voir justement comment ils ont été faits, et tout d'un coup, vous vous passionnez pour un film. Donc ça, c'est des films, quand je cherchais à comment bidouiller les caméras, je les ai vraiment vus et revus. Et à l'époque, il n'y avait pas de DVD, il y avait des cassettes, puis on se les prêtait entre nous, etc. C'est des films fondateurs. Et puis il y a tous ceux, vous voyez, qui, consciemment ou non, vous nourrissent d'images. Alors, juste arrêter 2 secondes, même plus que 2 secondes, sur Brésil. Est-ce que vous pouvez restituer l'émotion que vous avez eue à ce moment-là et le choc, et en quoi ce film vous a comme ça touché et il était différent? Il projetait exactement mes rêves et mes cauchemars. Voilà, je ne peux pas dire mieux. C'est-à-dire que Jonathan Pryce, qui fait le rôle du truc, les rêves qu'il avait, c'était les miens. Il volait dans l'espace, il rêvait d'une jolie femme amoureuse, etc. Et quand il se réveillait, il était dans un univers dictatorial, technocratique, épouvantable, kafkaïen. Mais c'était fait avec une maestria, avec des couleurs, avec des mouvements de caméra, avec des décors, parce que même le Kafka d'Orson Welles, il est dur à voir, parce qu'il colle tellement à l'œuvre qu'il est dur à voir. Brésil, c'est kafkaïen, mais c'est super bien à voir, c'est joyeux, c'est plein de couleurs, c'est plein de vie. Et puis on ne peut pas tout voir de Brésil du premier coup, il faut le voir plusieurs fois, quoi. Donc je l'ai vu en salle, puis après je l'ai vu, je vous conseille, il est certainement en vente ici, c'est le Criterion, la collection Criterion de Brésil, parce que c'était toute une saga pour faire le film, le sortir et tout. Donc ça, c'est vraiment été un film fondateur, voilà, très fort, voilà, que j'ai vu.
moi, j'ai eu le plaisir de vous rencontrer, en fait, de vous connaître par le biais de votre travail lorsque vous avez commencé à Canal+. Cette époque de Canal+, était une période très subversive, où beaucoup de choses pouvaient être dites. Est-ce que vous avez l'impression qu'aujourd'hui, le politiquement correct gagne du terrain ? Je ne vais pas vous citer des affaires d'actualité, vraiment. Et puis, est-ce que surtout, votre marque de fabrique, c'est être subversif ? Non, pas du tout. Je trouve, franchement, alors je trouve pas que mes films soient subversifs, vraiment pas. Le vilain, c'est gentil. Même Bernie, je comprends pas tout le délire qu'il y a eu dessus par rapport aux actualités. Je trouve que c'est une bleuette. Hein. Franchement, alors là, je comprends pas. On peut pas faire un fonds de commerce d'être subversif, c'est complètement con. On tombe plus ou moins juste. Des fois, on surprend, on choque les gens plus ou moins, mais ça doit être le fruit d'un hasard et non pas le fruit d'un calcul. Bon. Après, vous parlez de Canal+. Il y a dans les périodes aussi bien de cinéma que des périodes audiovisuelles, il y a des moments de liberté qui sont un peu inattendus. Et c'est vrai que Canal+, dans les années 90, c'est un moment de liberté. Ils ne voulaient pas être subversifs pour être subversifs, sauf qu'ils étaient libres. Et le temps que les financiers ou les politiques, parce que c'est souvent les mêmes personnes, reprennent le contrôle de cette chaîne, il s'est passé 10 ans, pendant lesquels ça a été ma chance, des gens comme moi, on a pu faire... Alors, dans le cinéma, la plus grande période du cinéma, pour moi, c'est les années 70. Regardez les films qui sont sortis entre, on va dire, fin des années 60 et début des années 80, c'est le plus grand âge d'or du cinéma moderne. Vous aviez Taxi Driver, vous aviez Orange Mécanique, vous aviez en France les meilleurs Bliés, les meilleurs Corneaux. Même un film, regardez un film comme d'un mec qui n'est pas subversif, Tavernier, quand il fait Coup de torchon, je suis sûr qu'aujourd'hui il ne pourrait pas le faire. Parce que ça passerait par des chaînes de télévision qui diraient on ne met pas Coup de torchon à 20h, c'est pas possible. Donc les financiers, les commerçants, les marchands du temps, pour reprendre une expression biblique, sont venus, ont récupéré le produit et forcément ont tué l'expression. Mais pas à coup de censure ou à coup de discours, ils sont trop subversifs. C'est juste qu'il faut faire de l'argent. Il y a deux mecs d'ailleurs qui ont, je trouve, et c'est pas moi qui le dis, ça a été écrit dans un bouquin qui s'appelle un bouquin sur Hollywood, je ne me rappelle plus le titre. Il dit très justement, il dit il y a deux mecs qui ont tué le cinéma, cette grande période de l'âge d'or du cinéma américain indépendant et même mondial, c'est Spielberg et Lucas. Parce que Spielberg, avec Les Dents de la Mer, a pour la première fois ramené 100 millions de dollars, je crois, de plus de 100 millions de dollars de recettes. Donc les financiers sont venus à Hollywood dans l'espoir de faire pareil, ce qui a donné ce cinéma familial et popcornesque auquel vous biberonnez depuis 30 ans. Et Lucas avec La Guerre des Étoiles. Vous voyez, et les plus intéressants de cette génération, les Scorsese, les Palma, ont ramé. Quand on pense qu'après Raging Bull, Scorsese était au chômage, il faut quand même se dire ils sont devenus un peu fous. Quand même, vous voyez. Donc il y a des moments de liberté d'expression, comme le rock dans les années 60, vous voyez, tout d'un coup, et pour des raisons mystérieuses qu'on ne peut pas prévoir. Et moi, j'ai eu le droit à cette petite qui est venue par la télé. J'aurais jamais pu faire ces films si j'avais été un produit TF1, c'était cuit. D'ailleurs, à titre d'anecdote, j'avais raconté Bernie au PDG de TF1 à l'époque, vous auriez vu sa tête. Donc il blêmissait, j'ai cru qu'il avait fait une crise cardiaque, il m'avait reçu très gentiment. C'est Monsieur Lelay, un mec totalement estimable, mais c'était tellement pas son monde ni pour lui qu'il comprenait même pas ce que je lui racontais. Quoi. Donc, et il bouffe le canari. Oh, le mec, il blémissait, etc. Et il rentre, et donc là, vous comprenez, ils ont une pelle, et boum, il taque avec une pelle. Je voyais le mec se tasser sur sa chaise, il osait même plus écrire, et c'était juste qu'il n'appelait pas la sécurité pour me faire évacuer de l'immeuble. Mais donc voilà, c'est des petits moments. Et c'est pour ça que pour revenir au jeune homme qui veut faire du cinoche, ces moments-là, ils existent, c'est à vous de les créer. Et chaque génération a ses ouvertures. Mais regardez franchement le cinéma des années 70. Moi, j'étais môme, quoi. Donc je pensais naïvement que j'allais pouvoir faire pareil quand j'allais être grand. Mais je me rappelle être resté fasciné par l'affiche des valseuses. J'avais 10 ans. Et Miu Miu balancé par Depardieu de Verre, écrit les valseuses un peu de façon comme les affiches tu sais, de ce mec qui faisait Billy Tease, tu sais, Hamilton, là, les photographes un peu érotiques comme ça. Et je me disais, mais pourquoi ces deux types balancent une nanette toute nue à la flotte? Alors ça, c'était une grande période pour le cinéma français, le cinéma même européen, les meilleurs films de Fassbinder existaient. Regardez le cinéma européen, même il existait. Aujourd'hui, il n'y a rien. J'étais en Espagne il y a 2 mois, il n'y avait pas un film espagnol à l'affiche des frontons. C'était que des films américains. Mais vraiment... C'est terrible, hein. C'est une destruction d'une culture par une autre. C'est pas neuf, hein. C'est pas neuf, mais ça s'amplifie à chaque fois. Alors c'est très bien qu'Avatar fasse des entrées, mais ça tue le reste. Et donc ce petit moment-là, c'était valable pour toute l'Europe, en fait, tout le monde entier, ces années 70. Et j'aurais aimé, voilà, si je pouvais être né 20 ans plus tôt, j'aurais aimé faire du cinéma dans ces années-là, j'aurais été beaucoup plus à l'aise, ça c'est sûr. Et j'aurais pas fait 4, j'aurais fait 10 films, avec beaucoup moins d'emmerdement et probablement plus d'audience. La société était en meilleure santé économique, les gens étaient moins inquiets de leur avenir, comme aujourd'hui, à 25 ans, ils se battent pour les retraites avec les flics, c'est quand même flippant de voir ça. Ils étaient moins inquiets, donc ils étaient plus critiques. Ils dénonçaient plus les choses, ils étaient plus civiques dans le bon sens du terme, vous voyez. Et la culture, c'est le reflet de la société. Cette diversité, cette ironie, cette satire, cette insolence, les Monty Python des 70, vous voyez, ça reflétait un bon état mental de la société de l'époque, vous voyez. Voilà, donc ça, voilà, c'était dans le cinéma. 90, c'était les années Canal+. Qu'est-ce qui va venir maintenant? Je ne sais pas, mais soyez prêts. Voilà. Une question là. Oui, bonjour. En fait, moi, j'avais une question d'un point de vue un peu formel par rapport au vilain et à l'égard des autres.
Je voulais savoir si, parce que je trouvais que la texture du film, je connais rien au terme du cinéma, mais la texture du film était un peu plus lisse que les autres. Et je voulais savoir si c'était inhérent au thème abordé, comme par exemple dans Bernie, où il vient un peu dans un monde parallèle. La façon de filmer, je trouvais, retranscrivait assez bien ça. Le créateur qui parle du théâtre, je trouvais que c'était justement très spectaculaire et très théâtral aussi. Donc je voulais savoir si cette douceur, faut pas exagérer non plus, mais non, mais c'est vrai, c'est le fond dicte la forme. Hein. C'est une relation, mère-fils. Il y a Catherine Fro. Pour moi, le fait qu'elle soit une vieille dame était en gros la cascade principale du film. Et je ne me voyais pas faire des pirouettes de caméra alors qu'elle avait elle-même quelque chose à défendre qui était difficile. Donc c'est totalement assumé. Dans le commentaire audio d'ailleurs du Blu-ray que j'ai fait, il y a des fois je ne parlais pas parce que j'ai rien à dire, c'est un chant contre chant, c'est au théâtre ce soir. Et j'ai souvent dit sur le plateau, il y a des moments dans la maison, c'est au théâtre ce soir, je veux rien de plus, rien de moins. Et donc effectivement, le film est sobre, je n'irai pas jusqu'à là, mais presque sobre, parce qu'il l'exigeait tout simplement. Là, je prépare un autre film. Et ben ça va l'être moins. Vous voyez, parce que mais spontanément, il va y avoir des longs plans séquences, des longs plans de dialogue, des caméras qui vont rentrer, sortir, beaucoup de mouvements. C'est comme ça que je vois les choses. Mais sur ce film-là, c'est un huis clos dans une maison. Mettre des caméras dans tous les coins, etc., ça aurait été, encore une fois, utiliser un procédé qui, je trouve, n'aurait pas été justifié. Mais c'est assumé. Hein. Vous avez raison de le remarquer, et c'est un aspect fable. Il y a une colorimétrie sur l'image, il y a des couleurs mordorées, il y a ça beaucoup plus que sur les autres films, mais c'est beaucoup moins chaotique que les autres films, c'est beaucoup plus doux parce qu'il y a Catherine Fro et l'histoire se voulait malgré tout tendre plus qu'agressive. Voilà. Merci à vous d'être venus. Merci beaucoup.